les rossignols, les mères le moqueur seront tous en fête. Raphaël Messon, je vous trouve aujourd'hui pour parler d'un album absolument fascinant et extrêmement original que vous venez de sortir aux éditions Delcourt, qui est un album de bande dessinée, mais on va en reparler, mais qui a un travail graphiste, iconographique et historique unique dans l'édition de bande dessinée. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, parce que vous arrivez dans ce monde et personne ne vous connaît? Alors je travaille comme graphiste depuis une quinzaine d'années déjà. Et donc je m'appelle Raphaël Messon, j'ai 41 ans. Et je travaille sur ce sujet, sur la commune, sur cette bande dessinée, dont le premier livre est sorti il y a une semaine, depuis 6 ans. Et comment vous êtes tombé dans ce sujet? Comment vous êtes arrivé à la commune? À la commune, c'est un sujet qui me taraudait depuis des années, parce que c'est une histoire qui n'est pas connue, qui est pas connue et qui est volontairement laissée de côté dans l'histoire de France, et parce que c'est une histoire qui est inscrite dans notre ville, qui est inscrite localement dans chaque quartier, et qui pour ça me touche, et particulièrement cette fin tragique de la semaine sanglante, moi m'a bouleversé, et voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus, et par hasard je suis tombé sur le nom d'un communard qui a vécu dans mon immeuble à Belleville, un communard qui est donc totalement inconnu aujourd'hui, mais qui à l'époque a joué un rôle très important puisqu'il était membre du comité central de la garde nationale, et j'avais rien d'autre, et je me suis dit, ça me questionne, j'ai envie d'en savoir plus. Et donc je suis rentré dans l'histoire, je suis allé chercher sa vie, son histoire, dans les archives, et j'ai passé des mois, des années à essayer de retrouver qui était ce Lavalette. J'ai trouvé beaucoup de choses, j'ai trouvé qui est Lavalette, et je raconte le début de l'enquête dans le premier livre, sachant qu'il y a 2 livres qui vont suivre. C'est un livre qui est constitué non pas de dessins, parce que vous n'êtes pas dessinateur, mais de gravures d'époque, qui sont parus dans les journaux, en illustration de certains livres. Comment vous en êtes arrivé à décider d'utiliser ces gravures? En fait, j'avais vraiment envie de faire, depuis des années, j'avais envie de faire une bande dessinée. Et je ne sais pas dessiner. Voilà, c'est mon problème. Donc j'aurais pu imaginer de faire une bande dessinée avec quelqu'un d'autre. Mais j'avais envie de faire quelque chose qui me soit vraiment personnel, qui soit une œuvre personnelle. Et y prendre le temps, voilà, pour que ce soit quelque chose que je trouve ma voix, mon mode d'expression. Et donc j'ai cherché, et jusqu'à ce que je tombe sur toutes ces gravures, qui sont donc la photographie de l'époque, qu'on retrouvait dans les journaux, puisque la photo existait à l'époque, mais il n'y avait pas les moyens de reproduction dans les journaux et dans les livres, donc on utilisait ce moyen qui est la gravure, graver sur des plaques des dessins, voire quelques photos, mais surtout des dessins, et c'était assez massif. On en trouvait dans beaucoup de journaux illustrés, des hebdomadaires, et dans des romans, et des romans qui sont aujourd'hui des romans de la grande littérature, qu'on trouve à la Pléiade, juste du texte, sans aucune photo, et en fait, ces romans-là, c'était des romans qui étaient d'abord des romans illustrés, enfin qui ont été illustrés dans des éditions populaires avec des dizaines, voire des centaines d'illustrations, et qui étaient aussi des romans feuilletons qu'on trouvait dans les journaux, en bas des journaux, et qui tenaient en haleine de jour en jour ou de semaine en semaine les lecteurs, un peu comme les séries télé aujourd'hui. Et est-ce que c'est de la bande dessinée? Complètement. C'est complètement, ça utilise tous les codes de la bande dessinée, donc voilà, les cases, les bulles, parfois les personnages qu'on retrouve de case en case, et surtout le principe de la narration qui nous emmène d'une case à une autre pour nous raconter une histoire. Donc c'est vraiment de la BD, et c'est de la BD avec beaucoup de contraintes, et c'est ça pour moi qui était intéressant. C'est à partir des contraintes que j'avais, parce que j'ai plusieurs personnages dans mon livre, et j'ai notamment le personnage de Lavalette, ce voisin communard dont je recherche l'histoire, mais de ces personnages, je n'ai quasiment aucune image, voire pas du tout.
Donc comment je fais quand je n'ai pas de petits Tintins qui courent de case en case pour raconter quand même leur histoire? Et là, il faut trouver des idées, il faut laisser cours à l'imagination. Quand on a fini le premier tome, on se rend compte du travail colossal que ça demande de collecter, de réunir, mais aussi de choisir les images et ensuite de les agencer. Comment vous avez travaillé, avec qui, où on trouve toutes ces gravures? J'imagine que vous n'avez pas les milliers de livres et de journaux chez vous. En fait, au début, j'ai commencé en voyant un livre comme ça chez un ami, un vieux livre. Ça m'a fait réfléchir, et puis dans les services d'archives où j'allais chercher l'histoire de La Valette, je tombais aussi par hasard sur ces journaux. Et au début, donc, j'ai commencé à collecter, à faire des photos dans les services d'archives. Mais c'était des numérisations un peu de mauvaise qualité finalement. Et j'ai acheté beaucoup de livres. Alors j'ai passé beaucoup de temps dans les vides-greniers, dans les dépôts-ventes, les Emmaüs, à chercher des vieux livres, donc des romans, des journaux qui rassemblent justement ces romans feuilletons, et puis les livres sur la commune. Et là, j'en ai acheté beaucoup chez des libraires spécialisés, des librairies anciennes, sur Internet, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, j'en ai fait venir. Et donc oui, j'ai aujourd'hui une belle collection avec des milliers et des milliers et des milliers d'images que j'ai numérisées en grande partie, pas toutes, et que j'ai dû classer, pas toutes. Donc c'est un travail assez colossal. Pour obtenir le tome 1 ou les 3 tomes, il faut manipuler combien d'images à peu près? Sur mon ordinateur, j'ai 15 000 documents numérisés, entre les gravures et les documents d'archives. Voilà, et c'est pas tout, il y en a d'autres. On a parlé de la fabrication des albums. Il faut parler du contenu qui est vraiment fascinant, parce que vous arrivez avec ces anciennes gravures et un système de narration assez original à la fois faire de l'histoire, mais aussi à mettre en place une sorte de roman policier, de thriller, d'enquête. Et on a un héros qui est complètement invisible, qui est La Valette. Alors comment on raconte l'histoire d'un héros dont on ne connaît pas le visage, on connaît très très peu de détails de sa vie? J'aime bien les enquêtes policières, les séries télé d'enquêtes policières, les choses comme ça me plaît beaucoup. Mais dans ces séries et dans ces enquêtes, on va souvent être à la recherche d'un meurtrier qu'on découvre par petites touches jusqu'à la fin. On voit vraiment qui est cette personne. Et là, c'est le même principe, sauf que c'est pas le meurtrier, c'est le héros. On ne sait pas qui est le héros au début, et c'est cette enquête du narrateur qui cherche donc l'histoire de ce héros, de ce voisin communard, et qui la découvre par petites touches jusqu'au 3e tome. On va découvrir vraiment qui est La Valette. Oui, parce qu'on découvre à la fois le héros et en même temps on suit pas à pas l'histoire de la commune. Ouais. C'est votre projet, mais vous faites aussi un livre d'histoire, d'explication et de vulgarisation historique. Complètement. Moi j'ai essayé, avant toute chose, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi on en est arrivé là, comment ça s'est passé. Donc avant de la raconter, j'ai passé des mois à lire, à compulser des documents, des livres d'historiens, et puis aussi des sources originales, surtout, c'est ça qui m'intéressait le plus, quand ils citent un document, d'aller chercher que disait cette personne, et de raconter ce que j'avais compris. Donc de vulgariser, de rendre simple, avec des mots simples, pour des personnes qui ne sont pas experts, qui ne sont pas historiennes, mais qui ont envie de savoir ce qui se passe, savoir ce qui s'est passé, et cette histoire qui nous détermine, qui est vraiment fondamentale dans l'histoire de France. Parce que pour moi, c'est ça aussi que j'ai découvert, que j'ai compris, c'est que la commune, c'est pas seulement une parenthèse. Pour moi, la commune, c'est la fondation de notre système républicain depuis un siècle et demi. Non pas la commune, les idéaux de la commune, ce dont rêvaient les communards, mais l'écrasement de la commune. C'est ça qui a été la fondation, le fondement de notre République, notre système républicain.
Il y a un autre personnage qui est une femme. Donc là, vous avez réussi à équilibrer et à amener une autre vision de la commune, qui est à la fois une femme qui a une véritable vision politique, Ouais. qui écrit très très bien, qui n'est pas une intellectuelle, qui est quelqu'un de très modeste, et vous arrivez là aussi à l'intégrer dans l'histoire de la commune, parce qu'elle la raconte, mais à intégrer aussi sa vie personnelle, qui est une vie assez, dans le tome 1 en tout cas, assez terrible. Vous pouvez nous parler de cette femme? Cette femme, c'est Victorine, qui a écrit donc ses mémoires, Souvenirs d'une morte vivante, qu'elle a signé Victorine B. Et quand j'ai vu ce livre, quand je l'ai eu entre les mains, ben, j'ai pas pu le lâcher. Ça m'a bouleversé, ça m'a captivé, ça m'a transporté. Et j'ai eu envie de raconter ça. J'avais lu beaucoup de choses, beaucoup de témoignages, et celui-ci m'a vraiment porté. Et dans mon enquête sur La Valette, j'étais dans les archives. Et La Valette n'a pas laissé de témoignages comme ça direct, où il dit j'ai vécu ça, je pense ça. C'était à travers les yeux d'autres personnes que je découvrais La Valette. Et notamment à travers les yeux de policiers, d'informateurs de police, de juges, d'enquêteurs qui sont une enquête militaire qui a été faite sur les communards, pour les procès des communards. Donc c'était une enquête qui était glaciale. Je voyais le personnage de La Valette à travers les yeux des policiers. Ça ne rend pas le personnage touchant, attachant, il y a une distance avec lui. Et moi j'avais envie au contraire de cette proximité. Et Victorine m'a donné cette proximité, puisque elle nous raconte la vie de l'intérieur. Elle nous raconte à la première personne, elle nous dit à la fois la grande histoire et sa petite histoire, et sa petite histoire avec les choses bouleversantes qui lui arrivent dans sa vie, avec ses enfants. Et tout au long de l'enquête, pour moi, Victorine, c'était comme une amie qui était à mes côtés, qui me tenait par la main, et qui m'emmenait dans cette histoire et qui me disait ce qu'il fallait voir. C'était ça, Victorine. Tout le travail sur les images, quand on commence à rentrer dans l'histoire, on est vraiment dans une enquête policière, et les images, peu à peu, deviennent à la fois des preuves, à la fois des indices, à la fois quelquefois des preuves à charge, ou des preuves à décharge, où on découvre quelquefois même où est La Valette, sans savoir qu'il est dans la salle, sans même voir son visage. Vous pouvez nous parler de ce statut de l'image qui est à la fois une narration, en même temps une preuve, hein, un objet un peu policier et un objet narratif? La gravure, les gravures ont été publiées très souvent dans les journaux, qui sont des journaux qui ne sont pas du tout communards, qui sont dans l'autre camp. Donc, je n'ai pas la vision, vraiment, des communards sur eux-mêmes. J'ai la vision de l'autre camp. Et alors, très souvent, c'est une vision qui est quand même assez neutre, qui donne beaucoup d'informations qui sont assez réalistes, assez véridiques. Et parfois, c'est vraiment engagé. Parfois, ils sont décrits, les communards, comme des ivrognes, les communardes comme des pétroleuses, donc qui mettent le feu. Et avec ça, il faut composer. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que certaines de ces images soient vraiment engagées, et des preuves à charge contre les communards, je pouvais raconter une autre histoire que celle-ci, que celle qu'elle donne à voir directement. Et il y a plusieurs cases, plusieurs images comme ça. Par exemple, celle d'une tentative d'insurrection le 22 janvier 1871 à l'hôtel de ville, qui est présentée par les anti-communards, enfin, c'était pas encore le mot de communards, mais ceux qui allaient devenir les communards, qui est présentée par le gouvernement comme une attaque de l'hôtel de ville, une attaque armée par la garde nationale, et les militaires dans l'hôtel de ville auraient répliqué. De l'autre côté, ils expliquent que non, c'était une manifestation pacifique, il y avait un certain nombre de gardes nationaux qui étaient là, qui étaient armés, puisque la population était en armes, et c'était la situation de l'époque, mais qui n'ont pas attaqué l'hôtel de ville, qui voulaient discuter, ils ont envoyé une délégation, et il y a eu un coup qui a déclenché une salve contre la foule qui était rassemblée sur la place de l'hôtel de ville, depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, qui ont abouti à plusieurs morts et des dizaines de blessés. Donc ça, c'est le point de vue des communards. Et
moi j'ai raconté ça avec les images qui sont les images de la presse, qui racontent l'inverse. Mais je me suis rendu compte qu'avec la narration, qu'avec ce que j'écrivais, je pouvais raconter ça. Je pouvais le montrer, introduire aussi, par exemple, une grande image que j'ai utilisée, qui vient d'un journal de Londres, qui montre ces coups de feu depuis l'hôtel de ville, ce que ne montre pas la presse française, ils ne préfèrent pas en parler, mais à Londres on le montrait quand même. Cette image-là montre ça, donc c'était intéressant, mais elle montre aussi ce qu'ils appellent l'attaque de l'hôtel de ville par les communards qui étaient, disent-ils, dans les autres bâtiments en face de l'hôtel de ville, sur la place, armés, etc. Ça me semble pas réaliste. Mais quand je raconte dans la narration que les premiers coups de feu ont été tirés depuis l'hôtel de ville et la narration suit les bulles et qu'ils disent on nous canarde, il faut répliquer, et là c'est la réplique qu'on aperçoit. Donc je transforme une image qui au départ ne racontait pas ça. Oui, ce qui est intéressant et troublant, c'est qu'on assiste à chaque case quasiment à une sorte de manipulation artistique et vertueuse de l'image. Vous les transformez, vous les renversez, vous allez chercher des détails, comme quasiment un travail cinématographique, une sorte de mise en scène, d'une mise en scène. Bah en fait, j'ai deux manières de travailler. Soit l'image raconte, j'ai les images pour raconter vraiment l'événement, j'ai les images pour présenter un personnage. Par exemple, je fais parler Napoléon III, l'impératrice, Eugénie. J'ai des images d'eux. Voilà, c'est assez simple, c'est de la bande dessinée plutôt classique, avec donc un même personnage de case en case, les bulles qui s'expriment, etc. Et puis j'ai une autre manière de travailler qui est j'ai envie de raconter quelque chose et j'ai pas les images. Et là, comment je fais? Et là, il faut trouver plein d'astuces, plein d'idées pour, avec des images qui pourraient correspondre, mais pas tout à fait, et puis surtout en faisant jouer l'imaginaire avec la forme des cases, avec l'organisation dans la page, pour raconter dans la forme graphique elle-même, et pas seulement dans la figuration faite par le dessin, toute une histoire. Il y a par exemple dans l'aspect un peu figuratif, une chose qui m'avait... la manière dont j'écris. J'écris parfois, j'ai un scénario dans lequel j'ai envie de raconter certaines choses, et je me laisse embarquer par les images que je trouve. Si j'en trouve pas, j'essaie de raconter avec ces images, je trouve les idées, mais parfois je trouve les images et elles-mêmes me racontent quelque chose. Et dans ce cas-là, je me laisse embarquer aussi par ces images et j'enrichis, j'étoffe mon scénario et je lui fais raconter d'autres choses. Il y a un passage qui est donc vers la fin du livre, qui est le 1er mars 1871. L'Assemblée nationale se réunit, elle est exilée, elle se trouve à Bordeaux, et elle va voter les accords de paix avec les Allemands. Et dans ces accords de paix, il y a notamment la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Moi, au début, j'avais pensé que j'allais faire, dans mon scénario, j'avais écrit un petit texte, ça tenait sur une case. Je racontais ça comme une des raisons de la colère populaire, comme il y en a d'autres, et ce qui est raconté de manière assez succincte dans plein de livres d'histoire finalement. Et puis, j'ai eu envie de regarder dans les annales de l'Assemblée nationale, qui retranscrivent les discours, les propos qui ont été tenus dans le cadre de l'Assemblée nationale de manière très très précise, mot à mot. C'est toujours le cas, et c'était le cas il y a 150 ans. Et puis j'ai lu ça, et une journée comme ça, j'ai passé ma journée à lire les documents numérisés sur le site de la BNF. Et à chaque fois quand je lisais ça, je me disais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Quand j'avais les yeux qui piquaient, je me levais, je faisais le tour de la pièce, je faisais des grands gestes avec les bras, je me disais, c'est fou, j'en reviens pas. Parce que ça fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on voit quand on cède certains principes comme ça, quand on dit qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité de lutter contre l'envahisseur du pays, et on ne peut pas résister, évidemment, ça fait écho à la Seconde Guerre mondiale quand on a notre recul. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire avec leurs mots à eux, toujours,
c'est le principe de mon livre, de raconter l'histoire avec leurs mots. Et donc j'ai utilisé uniquement les textes, qui étaient donc les discours, qui ont été tenus à l'Assemblée nationale. Et pour ça, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'images. Parce qu'il y avait beaucoup de dessinateurs de presse qui sont allés sur place, au Grand Théâtre de Bordeaux, où se tenait l'Assemblée nationale, et qui faisaient un dessin très détaillé, très précis, avec tous les personnages. Donc j'avais dans plusieurs journaux des grandes images, parfois des images un peu plus précises. J'ai utilisé aussi d'autres gravures qui racontent autre chose, mais qui peuvent, en les recadrant, se prêter au jeu et servir de plan de coupe ou de personnages plus particuliers. Et comme ça, je me suis retrouvé à raconter ce qui était prévu sur une case en, je crois, 5 pages. Et à nouveau, ça fait écho à notre vision aujourd'hui, notre manière dont on voit par exemple des débats à l'Assemblée nationale, à la télévision, sur la chaîne parlementaire ou dans les journaux télévisés. On voit les députés s'exprimer en direct, et là on était vraiment là-dedans. On était dans... C'est un croisement entre quelque chose qui est complètement ancien, voilà, c'est ces vieilles images qui datent d'il y a un siècle et demi, ces propos qui ont été tenus et qui sont dans des vieux documents numérisés sur la Bibliothèque nationale de France, et puis ça fait écho à notre réalité d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a à la fois des gravures anciennes, mais sauf exception, il y en a très très peu, tous les mots, tous les textes, tous les dialogues, toutes les bulles sont extraits soit de livres, de discours, d'articles, du journal de Victorine, d'archives militaires. Ouais. Ça aussi, c'est assez fascinant d'avoir réussi à picorer ou à piocher dans des tas de sources textuelles différentes pour en faire un autre récit que le récit des images. Vous faites parler les gens avec leurs propres mots, en fait. Mmh. C'était vraiment l'idée. C'était l'idée de tout ce livre, c'était de ne pas inventer la vie de ces gens, de ne pas faire de fiction, de faire un grand roman avec tout ça, mais de me mettre au service vraiment de leurs histoires et de puiser dans leurs témoignages, dans les archives, dans les citations que je pouvais trouver pour vraiment raconter leur histoire à travers leurs mots, à travers tout ce qu'ils avaient laissé comme traces, notamment les archives, et ne pas inventer ce qui se passait entre, ne pas imaginer que, par exemple, il y aurait une histoire d'amour s'il n'y en a pas eu, qu'il s'est passé telle chose si ça ne s'est pas passé. Donc, qui fait que de bout en bout, je n'invente pas. Je suis toujours sur la réalité, sur ce que eux disent être la réalité. Et à travers, avec ces pièces de puzzle éparses, j'ai essayé de constituer la grande histoire, de constituer ce roman graphique pour emmener le lecteur. Mais c'était un gros défi, évidemment. Pour finir, on va parler des toutes dernières pages donc, de ce tome 1, rien que les pages sont fascinantes, parce qu'il y a toutes les sources, ou quasiment toutes les sources, et quasiment tous les auteurs des dessins et des gravures. Pourquoi vous êtes senti obligé de mettre ça, alors que ce sont des gens qui sont c'est une évidence. C'est une évidence. En fait, je l'ai fait, ce livre, avec eux. Même si eux ne sont plus là, je l'ai fait grâce à eux, je l'ai fait avec leur œuvre, leur travail, et c'est une évidence de les citer. Et c'était pas facile du tout, parce que lorsqu'ils ont été publiés dans les livres, ou dans les journaux surtout, ils ne sont pas toujours cités. Souvent, il y a leur nom gravé en bas de l'œuvre, le nom du dessinateur et le nom du graveur. Donc j'essayais à chaque fois de déchiffrer, c'est pas toujours le cas, mais à chaque fois j'essayais de pouvoir dire qui a fait le dessin, qui a fait la gravure, quel était le titre de cette gravure, où il a été publié, à quelle date. Pour moi, c'était une absolue nécessité. Et ça fait 2 pages dans le livre, à la toute fin, écrit en tout petit. J'avais besoin de plus de pages, mais j'avais pas assez de pages. Le livre devait faire 144 pages, et il en fait 145, ce qui n'existe pas normalement. C'est pas un multiple d'une grande feuille de 12 pages qu'on plie pour faire un cahier. Donc c'est sur la dernière page, la page de garde normalement, que j'ai pu mettre la fin
de ces références.